Venons maintenant au niveau national, au niveau belge. Donc, comme je l'ai dit, là, ça va me prendre peut-être un peu plus de temps. Comme je l'ai dit, l'Europe, j'ai mentionné le fait que l'Europe négocie pour l'ensemble des pays européens dans le cadre des COP, des conférences climatiques, dans le cadre de l'application de l'accord de Paris. Et donc, les pays européens, en fait, se reposent sur l'Europe pour répondre à leurs obligations dans le cadre de ces accords de Paris. Mais en retour, quand l'Europe fixe des objectifs, et c'est avec les pays membres évidemment que ces décisions sont prises, avec le Parlement qui représente les citoyens aussi, quand l'Europe se fixe ces objectifs-là, eh bien, elle va donner certaines obligations à ses États membres pour pouvoir atteindre les réductions d'émissions, puisque la Commission européenne et les institutions européennes ne sont pas compétentes sur beaucoup de matières qui concernent directement la politique climatique. Ce sont en fait les États qui ont la plupart des leviers en main. Et donc, les différents États ont notamment comme obligation de fournir un plan national énergie-climat qui a dû être rendu pour le 31 décembre 2019. Donc, la Belgique a rendu son plan l'année passée, comme les autres pays. Et ensuite, la Commission européenne regarde ce que font la somme de tous ces plans climatiques nationaux pour voir si ça suffit pour atteindre ses propres objectifs compilés. C'est un peu la même logique qu'au niveau des Nations Unies. Finalement, l'Europe est un mini système de Nations Unies à elle-même, à elle seule, par rapport à ses États membres. Certains objectifs européens sont aussi directement traduits en objectifs nationaux. Notamment, voyez ici que la Belgique a un objectif de 35% de réduction de gaz à effet de serre en 2030. Je n'ai pas mis dans la slide, mais c'est en 2030, par rapport à 2005 dans le secteur non ETS. Alors, bon, j'entre un peu dans la technique ici, mais il faut savoir que les émissions au niveau européen sont divisées en deux grands paquets. Il y a les secteurs ETS et les secteurs non ETS. Secteurs ETS, ce sont, pour faire simple, les centrales électriques, tout ce qui est production d'électricité et industrie lourde. Et tous ces acteurs industriels assez importants sont soumis au marché du carbone, au marché ETS, et donc ils ont des droits, ils reçoivent des droits d'émission qui peuvent se revendre entre eux, et donc il y a un plafonnement au total des émissions par ce système de marché de droits d'émettre. Les États n'ont pas d'objectifs nationaux en termes de réduction dans ces secteurs ETS, puisqu'ils font partie d'un marché au niveau européen, d'un marché carbone au niveau européen. Par contre, les États ont reçu un objectif de réduction dans les secteurs non ETS, ça c'est tout le reste, donc c'est le transport, le bâtiment, l'énergie pour le chauffage des bâtiments, tout ce qui est bâtiment, l'agriculture, la gestion des déchets, etc. Donc ce sont quand même des secteurs assez importants. Et en Belgique, donc cet objectif est de moins 35% par rapport à 2005. L'année de référence est différente ici, ça c'est aussi issu d'un compromis politique. On ne parle plus de 1990, mais de 2005. Bon, ça complique un peu la comparaison des chiffres entre eux parfois, mais voilà, on est obligé parfois de mettre la main dans le cambouis si on veut, si on veut pouvoir discuter de manière un peu pertinente de ces politiques au niveau européen. Alors, le plan national, je parlais juste avant du plan national énergie-climat de la Belgique, il a pour objectif de répondre à cette obligation de réduire les émissions de 35% dans les secteurs non ETS d'ici 2030. La Belgique l'a déjà rendu et il y a eu un assessment, donc une évaluation par la Commission européenne qui qui est aussi assez récente, qui a été publiée en octobre, et dont voici le tableau très résumé. Et en gros, l'Union européenne estime que le plan belge est insuffisant. Vous voyez notamment en termes d'énergie renouvelable ici, donc c'est la deuxième ligne, la Belgique vise 17,5% d'énergie renouvelable en 2030, alors qu'une participation équitable à l'effort européen est plutôt évaluée à 25% d'énergie renouvelable en 2030 par la Commission européenne.
il y a vraiment une ambition qui est beaucoup plus faible que ce qui était attendu par la Commission. Même chose en termes d'efficacité énergétique. Les réductions de consommation d'énergie prévues en Belgique restent très faibles par rapport à ce qui est attendu avec un niveau d'ambition correct pour permettre à l'Europe d'atteindre ses objectifs. Je reviens à ma slide précédente. Donc voilà, il reste vraiment du pain sur la planche au niveau belge pour adapter ce plan énergie-climat et le renforcer. Ce plan énergie-climat, il faut savoir que ce n'est pas uniquement le niveau fédéral qui l'a constitué, c'est, comme on est nous-mêmes un pays avec une structure institutionnelle complexe et des compétences qui sont largement partagées, eh bien c'est non seulement le gouvernement fédéral, mais aussi les régions qui partagent ces compétences. Et donc en fait, ce plan résulte de la combinaison de 4 plans énergie-climat. Il y a le plan fédéral, le plan wallon, le plan bruxellois et le plan flamand. Et ces plans ont été compilés par une institution qui s'appelle la Commission nationale climat, qui est une institution qui a été mise en place par un accord de coopération au niveau interfédéral, et qui a justement pour vocation de pouvoir aligner ou en tout cas coordonner dans une certaine mesure les politiques des régions entre elles et avec le fédéral. Il y a aussi la question qui est traitée dans cette Commission nationale climat de répartir l'effort global de 35% de réduction d'émissions qui pèse sur la Belgique en chiffres pour les différentes régions, ce qu'on appelle l'effort sharing. Donc chaque région va devoir prendre sa part de cet effort de réduction. Au niveau national, je cite encore la Commission interparlementaire climat, qui est un organe plus politique et moins, je veux dire, qui est moins décisionnel, mais qui a quand même permis de mettre de l'huile dans les rouages ces dernières années, puisque depuis 3 ans, à peu près chaque année, cette commission interparlementaire, qui réunit donc des parlementaires qui suivent la thématique climatique à la fois au niveau fédéral et au niveau des régions, a validé des résolutions climatiques, souvent à l'automne, avant les conférences climatiques, pour donner une série de recommandations à l'ensemble des gouvernements. Et dans la mesure où les gouvernements avaient du mal à négocier entre eux et à trouver des accords, parfois les textes des résolutions interparlementaires ont permis d'un petit peu améliorer la prise de décision finalement et le fait que les gouvernements pouvaient assumer d'aller dans une direction à partir du moment où les parlementaires de tous les partis à la majorité ou à l'unanimité, même dans certains cas, adoptaient certains textes importants. Alors je vais au niveau régional maintenant, principalement en expliquant un petit peu ce qui se fait au niveau wallon et bruxellois. Au niveau wallon, je citais la déclaration de politique régionale tout à l'heure pour ce qui est de la neutralité climatique en 2050. Il y a aussi un objectif renforcé pour l'horizon 2030 à moins 55% de gaz à effet de serre par rapport à 1990 dans cette déclaration de politique régionale. Cet objectif n'a pas encore valeur légale parce qu'il doit encore être traduit dans le décret climat. Donc la Wallonie a ce texte qui est la base juridique de sa politique climatique. Ce décret climat adopté en 2014 est assez intéressant et assez bien. C'est une bonne base en fait pour une politique climatique cohérente. Il fixe des objectifs de réduction d'émissions sous forme de budget d'émissions annuel par secteur. Donc chaque secteur, chaque gros secteur, par exemple le transport ou l'agriculture ou l'industrie, se voit allouer par le gouvernement une certaine enveloppe d'émissions annuelles. Et ensuite, à charge du gouvernement de mettre en place dans son plan Air, Climat, Énergie, donc c'est le nom du plan climat wallon, des mesures qui vont permettre à chacun de ces secteurs de respecter le budget d'émissions qui a été fixé par le gouvernement. Il y a aussi un troisième volet dans ce décret climat qui est la mise en place d'un comité des experts. Et donc, il s'agit là d'un panel de 7 personnes, dont
dont je fais partie, pas au nom de l'Interenvironnement Wallonie, mais simplement en nom propre, et qui émet des avis pour conseiller le gouvernement, principalement sur la définition des budgets d'émissions et sur la confection du plan air-climat-énergie. Alors, ce décret climat est très bien conçu, comme je le disais, pour mettre en place une politique climatique très bien cadrée. Malheureusement, il a pris beaucoup de retard dans son application et notamment dans la définition des objectifs de réduction d'émissions pour les prochaines années, puisqu'on attend depuis un certain temps maintenant que le gouvernement fixe des budgets d'émissions pour la décennie 2023-2032. Donc là, il y a un retard par rapport au prescrit légal et on espère que le nouveau gouvernement va pouvoir combler ce retard qui résulte déjà d'un manque d'action du précédent gouvernement. À Bruxelles, même chose, il y a un engagement politique dans la déclaration de politique régionale qui est renforcé par rapport à ce qui existait précédemment. Moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre. C'est un objectif qui est moins fort que celui au niveau wallon, mais parce que Bruxelles est une ville-région qui, à court terme, a des possibilités de réduire ses émissions qui sont un petit peu moins faciles qu'une région comme la Wallonie, qui dispose aussi d'étendues forestières, par exemple. Il y a un projet d'ordonnance climat, donc qui sera un peu l'équivalent du décret climat wallon, donc une loi cadre pour la politique climatique bruxelloise. C'est en train d'être discuté pour le moment par le gouvernement bruxellois et il existe un plan air-climat-énergie pour que Bruxelles atteigne les objectifs qui sont fixés, soit par sa législation interne, soit des objectifs qui sont issus de la répartition intra-belge des efforts de la Belgique. Voilà. Dans tous les cas, ces plans climat aux différents niveaux de pouvoir sont en fait des contributions de chaque niveau de pouvoir à l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris, si on veut faire le lien avec la législation internationale. Alors oui, pour vous montrer un petit peu l'écart entre ce qui serait nécessaire et là où on en est en termes de plan d'action climatique au niveau belge. Vous avez ici l'évolution des émissions de gaz à effet de serre au niveau belge historique en bleu foncé et rien que le CO2 en rouge. Et puis en trait pointillé, vous avez les émissions futures qu'on peut projeter jusqu'à 2030 si on suit les objectifs du plan air, climat, énergie, du plan national énergie-climat au niveau belge. Et vous avez en très pointillé les trajectoires illustratives qui permettraient à la Belgique de faire sa contribution équitable pour rester sous 1,5 degré. C'est un graphe qui vient du panel pour le climat et le développement durable, un panel scientifique qui a été réuni suite aux marches pour le climat. Donc les jeunes de Youth for the Climate en 2019 avaient fait ces marches dont vous vous souvenez certainement et avaient demandé à des personnalités comme Jean-Pascal Van Yperseel, mais aussi toute une série d'autres académiques, de faire un rapport pour montrer concrètement des mesures et des objectifs que la Belgique devrait se donner. Donc, ce graphe est issu de ce rapport-là. Alors ici, ce n'est pas pour vous faire peur, mais je suis dans une partie un peu plus technique maintenant. Je ne vais pas entrer dans tous les détails de ce tableau, simplement pour vous montrer les ramifications des différents objectifs énergétiques et climatiques qui existent à la fois dans les documents politiques et dans les législations. Il y a des objectifs à la fois en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, c'est la première partie en vert, des objectifs en termes d'énergie renouvelable en bleu et des objectifs en termes d'efficacité énergétique en orange. Et j'ai essayé de rassembler les principaux objectifs au niveau européen, au niveau belge et au niveau wallon, avec les différentes dates qui correspondent. Et donc, si je prends par exemple l'objectif européen de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, l'objectif légal actuel qui date de 2014, c'est une réduction de 40% par rapport à 1990. C'est l'objectif que j'ai mis en gras dans la cellule que vous voyez ici avec ma souris. Par contre, il y a sur la table différents scénarios de renforcement
soit moins 55%, soit moins 60% proposés par le Parlement. Et donc, on va voir prochainement quel sera le nouvel objectif légal qui sera adopté. Passons au niveau local. Alors, au niveau local, on est moins dans une dynamique d'obligation et plus dans une dynamique, je vais dire, volontaire, principalement par ce qu'on appelle la Convention des maires. La Convention des maires est un programme européen qui propose aux communes et aux pouvoirs locaux, les provinces peuvent aussi en faire partie, d'adopter des objectifs de réduction de gaz à effet de serre pour leur niveau de pouvoir et des plans d'action climatique et énergétique pour leur niveau de pouvoir. Donc, vous voyez, par exemple, la province de Liège a dans ce cadre-là, adopté un plan d'action en faveur de l'énergie et du climat, avec des objectifs de réduction de CO2 qui sont chiffrés ainsi de ce tableau. Bon, c'est des objectifs pour 2020, dans ce plan qui date de 2015, une réduction de 20% des émissions de CO2 par rapport à 2006, sachant qu'il faut savoir quand même que la province a très peu de leviers et de compétences pour atteindre elle-même ces réductions d'émissions au niveau provincial, puisque c'est principalement, on va dire, la région et les communes qui sont compétentes. Si je prends l'exemple de la mobilité, eh bien c'est la région qui est compétente pour tout ce qui est infrastructure bus, pour tout ce qui est réseau, enfin, qui est l'offre de services du TEC. Et si je prends la création de pistes cyclables à Liège, eh bien c'est principalement la ville qui est compétente pour mettre des pistes cyclables sur la voirie régionale. Il n'y a pas de voirie provinciale, il n'y a plus de voirie provinciale. Il reste des voiries communales et des voiries régionales. Et donc, c'est ces deux niveaux de pouvoir qui ont les clés en main. Mais la province peut néanmoins jouer un rôle de facilitateur et de soutien aux communes. Et c'est un peu ce qui se passe. La province permet de sensibiliser les communes et de les encourager à elles-mêmes prendre une série d'engagements. Et donc, si je vais un peu plus en détail dans cette convention des maires, elle existe depuis pas mal de temps, hein, déjà en 2006, 2007, 2008, avec d'abord un objectif proposé aux communes qui était de réduire de 20% leurs émissions de CO2 à l'horizon 2020. Depuis, je vais dire maintenant peut-être 5 ans, à peu près au moment de 2014 et l'accord de Paris, il y a un objectif 2030 qui a été proposé aux communes dans la Convention des maires qui est de réduire de 40% les émissions de CO2. Donc c'est le même objectif que ce qui existe au niveau de l'ensemble de l'Union européenne. Et il y a maintenant aussi un objectif proposé d'atteindre une neutralité carbone en 2050 et aussi surtout de travailler à la résilience, c'est-à-dire à l'adaptation des territoires pour que les populations puissent s'adapter, être résilientes le plus possible face aux conséquences qu'on va avoir de manière croissante dans les décennies qui viennent suite au changement climatique. Alors, si on va sur le site de la Convention des maires, on peut trouver notamment l'état d'avancement des différentes communes. J'ai pris celle de la province de Liège ici. Vous voyez que ce qui est important, en fait, c'est la colonne, l'avant-dernière colonne. Vous voyez qu'il y a 3 petites étapes possibles. La première étape, quand une commune rejoint la Convention des maires, c'est simplement marquer son adhésion, signer la convention et dire oui, je m'engage à atteindre les objectifs de la Convention des maires pour 2020, 2030, 2050. La deuxième étape, c'est de créer un plan, d'écrire au niveau communal un plan d'action climatique qui va proposer vraiment des mesures concrètes pour atteindre cet objectif. Et la troisième étape, eh bien, c'est de mettre en place un suivi de ce plan, des indicateurs qui sont dans ce plan et de vérifier si on est sur la bonne trajectoire ou pas et d'éventuellement corriger les actions. Si je prends deux communes différentes, je vais prendre la commune de Liège, qui est un exemple un peu décevant et un peu triste en ce qui me concerne.
Liège avait déjà rejoint la Convention des maires en 2008, avait signé, mais n'a jamais été au-delà de la première étape, qui est la déclaration politique, la photo pour la presse, l'interview, n'a jamais en fait élaboré de plan d'action climatique. Au point que la ville de Liège avait même été supprimée par la Convention des maires de son site quelques années plus tard. Maintenant, Liège a resigné en 2015 la nouvelle Convention des maires avec les objectifs 2030, mais reste de nouveau bloqué à cette étape de signature politique sans aucun suivi en termes d'action concrète et de mise en place d'un plan climatique. Par contre, vous avez d'autres communes comme Saint-Nicolas ou comme Fléron qui ont déjà mis en place leur plan d'action climatique après avoir signé et qui sont dans un suivi continu de la réalisation de ces différentes mesures auxquelles ils se sont engagés. Donc ça peut quand même, cette convention des maires peut quand même, en fonction de la volonté politique locale, permettre que certaines actions soient mises en œuvre. Quelques éléments de réflexion plus générale suite à ce panorama que j'essaie de vous faire rapidement, donc du niveau international au niveau plus local. On voit que beaucoup de choses existent au niveau des institutions, que ce soit au sein des Nations Unies, au sein de la Commission européenne. Il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut se reposer sur les institutions? Est-ce qu'elles ont la situation en main? Et souvent, le premier réflexe au niveau citoyen, c'est de faire quand même confiance dans une certaine mesure, même si c'est peut-être de moins en moins le cas, mais de se dire que nos dirigeants ont les choses en main. Au niveau climatique, et c'est sans doute pas le seul, la réponse malheureusement est non. Nos institutions n'ont pas la situation en main. Leur action est indispensable. Je ne pense pas qu'il faut entrer dans une attitude qui serait de tourner le dos à ces institutions, mais au contraire, elles sont indispensables, mais leur action est encore extrêmement insuffisante par rapport à ce qui est nécessaire. Les acteurs individuels, parfois, on se tourne beaucoup vers les citoyens, les entreprises pour prendre des mesures, prendre des actions, s'engager et réduire leurs émissions. Est-ce qu'ils peuvent résoudre le problème? C'est important, évidemment, que les citoyens s'engagent et s'impliquent, ainsi que les entreprises, mais ils ne peuvent pas, à eux seuls, résoudre le problème. Il y a besoin d'un cadre politique cohérent. Sinon, on va rester simplement avec une partie de la population qui fera des efforts, et c'est très bien, qui cherchera à avoir des comportements plus vertueux, et une autre partie des entreprises ou des acteurs économiques ou des citoyens qui continueront en fait à vivre comme auparavant et à ne pas adapter leur comportement pour avoir un moindre impact climatique. Donc les deux approches sont nécessaires, à la fois top-down et bottom-up, et ces deux approches peuvent aussi se nourrir et se renforcer. Je pense vraiment qu'il faut éviter de les opposer comme c'est parfois fait malheureusement dans le mouvement climatique. Je vais prendre un exemple un peu concret sur la manière dont certaines régulations se mettent en place. Ce n'est en général pas des processus qui, du jour au lendemain, sont des problèmes qui sont réglés du jour au lendemain par une décision politique carrée. C'est tout un processus au niveau de la société. Si je prends l'exemple du tabac, de la limitation du tabac ou l'exemple du stationnement automobile en ville, eh bien, dans un premier temps, souvent les pouvoirs publics font de la sensibilisation. Fumer est mauvais pour la santé. Prenez votre vélo, c'est la semaine de la mobilité. C'est mieux que ça polluera moins que la voiture. Des messages, voilà. On a tous vu ces campagnes de sensibilisation. Ça ne coûte pas grand-chose politiquement. Ça a un effet qui n'est pas négligeable, qui permet d'envoyer un message, mais ça a un impact quand même assez limité sur les comportements concrets de la population. Un autre mode d'action politique qui est un petit peu plus fort est la taxation. On met des axes sur le tabac ou on rend le stationnement payant dans les villes. Ça permet aussi déjà d'un petit peu plus limiter et avoir certains débuts de changement de comportement. Puis on peut avoir une régulation, je vais dire, marginale. Par exemple, au niveau de la publicité, le tabac,
ne peut plus faire de la publicité pour le tabac dans certains cadres, où on est obligé de mettre un bandeau qui modère le message publicitaire avec un message de sensibilisation à la santé. On peut limiter la durée maximale de stationnement automobile autorisé. Même si on paye, on ne peut pas aller au-delà d'une certaine durée. Et puis, au niveau politique, on arrive à certains moments à une limitation plus forte. Et c'est difficile de dire à quel moment cette décision va être, de prévoir à quel moment cette décision va être prise. Mais pour le tabac, on a connu, moi c'était pendant que j'étais aux études, ça a été vraiment un changement extrêmement important à l'université de Liège. Au début de mes études, tous les couloirs étaient bleus de fumée. Ça semblait inconcevable que les étudiants et une partie du personnel ne fument plus dans les locaux universitaires. Et quand j'ai terminé mes études, plus personne ne se permettait cela parce que la loi avait changé. Au niveau du stationnement automobile, eh bien, à un certain moment, les villes réorganisent, réaménagent leur espace public, suppriment certaines places de stationnement pour créer des espaces publics plus conviviaux qui sont plus favorables aux piétons et aux cyclistes. Et j'ai mis ici deux photos. On pense souvent qu'aux Pays-Bas, tout est conçu pour le vélo depuis toujours, mais pas du tout. C'est une évolution aussi de la société, une évolution politique qui a pris du temps. En 1980, ce carrefour d'Amsterdam était rempli de voitures un peu partout. Et vous voyez à quoi il ressemble, le même carrefour aujourd'hui, suite non seulement à des décisions politiques, mais aussi, dans une série de cas, à des pressions d'une partie de la population, des groupes de pression qui cherchent à avoir des meilleurs aménagements, par exemple, pour les vélos. On commence à constater que c'est de plus en plus le cas en Belgique, à Bruxelles, en Wallonie, à Liège aussi. Alors, l'outil juridique, eh bien, il est utilisé en Belgique aussi de manière assez directe par les citoyens avec l'affaire climat. Je ne vais pas refaire une grande explication de cette dynamique-là qui a été présentée lors du colloque de rentrée du barreau de Liège l'année passée. Mais donc, vous avez plusieurs dizaines de citoyens qui soutiennent actuellement une démarche en justice pour attaquer les gouvernements fédéraux et les gouvernements régionaux en cherchant à leur imposer des objectifs climatiques plus importants et des mesures climatiques plus fortes pour réaliser ces objectifs. Partant du constat que ce qui est sur la table actuellement en termes d'objectifs et en termes de plan d'action est insuffisant, ces citoyens soutiennent cette action en justice, dont on va entendre parler bientôt, puisqu'à partir de mars 2021, les plaidoiries vont avoir lieu. J'ai cité un autre cas de contentieux climatique, qui est celui de l'aéroport de Vienne en 2017, où pour la première fois au monde, un projet d'extension d'un aéroport a été bloqué par une cour de justice sous l'argument notamment de l'impact climatique que pourrait avoir cette extension, puisque si on étend l'aéroport de Vienne et qu'on augmente sa capacité, on va avoir plus de vols, et qui dit plus de vols dit plus d'émissions de gaz à effet de serre. Alors malheureusement, cette première a été retournée, ce premier jugement a été retourné ensuite par une cour de niveau supérieur au niveau autrichien, parce que, notamment pour le fait que il a été considéré par la Cour, je ne sais plus si c'était la Cour constitutionnelle, enfin cette Cour supérieure a considéré que l'État autrichien avait certes des engagements dans le cadre de l'accord de Paris à réduire ses émissions, mais c'était des engagements de réduire les émissions territoriales de l'Autriche et que ces engagements ne couvraient pas les émissions des avions qui sortent du territoire autrichien ou qui viennent d'un autre pays jusqu'au territoire autrichien. Et c'est tout à fait exact, hein, dans l'accord de Paris et dans le mécanisme des Nations Unies, les contributions qui sont déterminées au niveau national concernent les émissions territoriales de chaque pays. Et malheureusement,
secteurs comme le transport aérien international ou le transport maritime international tombent un peu dans un vide juridique. Ils ne sont pas de la compétence directe des États. Les États ne sont pas directement responsables de ces émissions. Et donc, ils sont, eux, de nouveau, un peu dans cet état de passagers clandestins de la politique climatique. Et ça a permis que le jugement soit annulé et finalement l'extension de l'aéroport autorisée. Je ne sais pas encore vous dire si, je n'ai pas suivi en détail pour vous dire si la piste a pu être construite, parce qu'il y avait aussi des actions, je vais dire, locales par des groupes de citoyens qui s'opposaient à cette piste. Parfois, c'est des conflits qui peuvent durer des années, donc je ne sais pas où ça en est. Mais en tout cas, au niveau juridique, voilà un petit peu ce qui s'est passé de manière très rapide. Ce type de contentieux est appelé à se multiplier et pourrait, dans certains cas, être avoir un meilleur taux de réussite. Et je suis tombé en cherchant un petit peu justement des informations sur cet aéroport de Vienne, sur cet atlas de la justice environnementale. Donc je mets juste cette dia, ça peut certainement intéresser certains d'entre vous. Donc avec toute une série de cas renseignés au niveau mondial de contentieux juridiques sur les questions environnementales. Ce n'est pas complet, hein, au niveau belge, il y a certaines choses qui ne sont pas renseignées, mais voilà, ça donne quand même un aperçu au niveau mondial de la grande variété des cas qui peuvent commencer à exister. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'utiliser aussi cet outil juridique pour les infrastructures et pourquoi est-ce que c'est justifié dans certains cas? Mais, je reprends de nouveau une slide de l'Agence internationale à l'énergie qui montre l'augmentation des émissions de CO2 historiques au niveau mondial et qui, avec cette courbe rouge, montre les émissions que l'on risque d'avoir à l'avenir uniquement par l'utilisation de l'infrastructure existante aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau mondial, il y a déjà toute une série de centrales à gaz, centrales à charbon, de hauts fourneaux, toute une série d'industries productrices de ciment qui sont des gros producteurs de gaz à effet de serre. Il y a aussi des véhicules qui sont déjà sur le marché, sur les routes, hein, des camions, des voitures, des bateaux, des avions. Et donc, tous ces outils existants, si on les utilise pendant leur durée de vie économique normale, eh bien, ils vont mener à des émissions de gaz à effet de serre futures qui peuvent être calculées pendant une cinquantaine d'années, vous voyez, et qui sont loin d'être négligeables, qui mènent déjà, rien qu'à elles seules, à un réchauffement de 1,65 degrés. Ça veut dire que si on souhaite respecter l'accord de Paris, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie a eu cette phrase assez choc qui est de dire, en fait, on n'a plus la place pour construire quoi que ce soit qui émet du CO2. On a déjà trop de CO2 potentiel dans notre infrastructure existante. On ne devrait, d'une certaine manière, si on regarde ce graphique d'une manière un peu mathématique, un peu stricte, on ne devrait plus s'autoriser à mettre sur les routes le moindre véhicule qui utilise de l'énergie fossile, la moindre centrale à charbon, la moindre industrie lourde nouvelle par rapport à ce qui existe déjà. On est vraiment dans une situation économique extrêmement difficile puisque respecter nos engagements climatiques va nécessiter de mettre à la casse certains outils encore utiles au niveau économique. Donc, il va vraiment y avoir des arbitrages extrêmement difficiles à faire et d'où l'importance encore plus centrale de bien réfléchir au choix d'infrastructures que l'on construit à partir aujourd'hui parce que si on avait commencé en 1980, on s'était dit, OK, on va s'arrêter là dans les infrastructures fortement émettrices et on va maintenant chercher à investir principalement dans des infrastructures bas carbone, eh bien, on aurait suivi la trajectoire d'émissions que j'ai rajoutée ici, hein, sur une cinquantaine d'années aussi, cette décroissance-là d'émissions. Au contraire, on a continué à construire au niveau mondial énormément d'outils et d'infrastructures émetteurs qui nous condamnent à continuer à émettre pour l'avenir. On se retrouve aujourd'hui dans une situation extrêmement complexe et c'est
petit peu similaire finalement à ce qui se passe à une autre échelle avec la crise sanitaire. Le fait de ne pas avoir suffisamment anticipé, et souvent c'est pour des arguments économiques, on dit mais non, ne fermons pas l'économie, ne prenons pas ces mesures fortes maintenant parce que ça va être défavorable à l'économie. En fait, à long terme, ça nous met dans une situation de dilemme économique beaucoup plus fort et avec des conséquences potentielles beaucoup plus dévastatrices pour l'économie. Le fait qu'on n'a pas pu anticiper et qu'on n'a pas pu faire des choix un peu difficiles en 1980, eh bien, on va devoir faire des choix plus difficiles en 2020. Et si on ne les fait pas en 2020, ils seront encore plus difficiles en 2025. Voilà, je termine avec cette dia qui sont les messages peut-être principaux au niveau ONG, au niveau d'Inter-Environnement Wallonie, que je donne sur le changement climatique, les messages politiques. Quand on s'adresse aux décideurs, on leur demande toujours de parler avec clarté de la crise climatique. La réalité est qu'ils n'ont pas la situation en main, il faut pouvoir le reconnaître et il ne faut pas vouloir rassurer les gens en disant que tout va aller bien. On est très loin de cette situation-là. Il faut pouvoir mettre les chiffres sur la table et discuter objectivement de la situation. Le deuxième point, qui est le point le plus difficile politiquement, c'est éviter d'aggraver la situation, c'est-à-dire éviter de prendre des décisions qui vont encore augmenter les émissions, arrêter de creuser le trou quand on est déjà au fond du trou. Typiquement, c'est le débat sur la venue d'Ali Baba à Liège. On sait que ça va produire énormément d'émissions de gaz à effet de serre supplémentaires, ce type de modèle, ce type d'activité. Est-ce qu'on soutient ça politiquement ou est-ce qu'on se dit, ben non, à un moment, on doit viser un autre modèle de développement et on va mettre les moyens qui nous restent dans d'autres stratégies économiques. Ça, c'est vraiment extrêmement difficile d'arrêter, d'aggraver la situation. Troisième point, qui est plus facile politiquement, ça c'est déjà fait en partie, c'est développer les alternatives, investir dans les énergies renouvelables, dans l'isolation des bâtiments, dans les changements de comportement, etc. On doit le faire plus, mais on le fait déjà, mais on doit le faire beaucoup plus. Mais j'insiste sur le fait que développer les alternatives ne sert à rien si, en même temps, on n'arrête pas de scier la branche sur laquelle on est assis, si on n'arrête pas d'aggraver la situation. Et quatrièmement, pardon, il va falloir quand même commencer à préparer la société pour certains impacts qui sont déjà présents et qui vont se renforcer, qui sont inévitables, et notamment avec un souci de justice sociale qui sera extrêmement important puisque des questions de répartition différente de ces impacts se posent. On sait qu'en général, dans les périodes de crise, ce sont les populations les plus vulnérables qui sont le plus durement frappées parce qu'elles ont moins les moyens d'absorber les chocs. Elles n'ont pas un matelas je vais dire, elles n'ont pas des réserves qui leur permettent d'encaisser aussi bien les chocs que les populations plus favorisées. Donc, la question de la justice sociale va être extrêmement importante dans cette dynamique d'adaptation et de résilience. Voilà, j'en arrive à la fin de ma présentation et je vous remercie de votre attention et